Christian Estrosi est notre invité, président de la métropole Nice-Côte d'Azur et maire de Nice, évidemment. Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Les 58 migrants de l'Aquarius débarquent à Malte. Ils seront immédiatement répartis entre plusieurs pays d'Europe, l'Espagne, la France, l'Allemagne et le Portugal. Nous allons en France accueillir 18 migrants, l'Allemagne et l'Espagne 15 et le Portugal 10. C'est la bonne solution ? C'est une politique incompréhensible. Incompréhensible parce que, alors que nous voyons déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ces pressions qui pesaient sur l'Italie, qui aujourd'hui les rejette, l'Europe incapable de définir une politique de fermeté. Fermeté à l'égard de qui ? À l'égard des passeurs. Car s'il y avait une vraie politique européenne, c'est à la ville de départ que les choses se passeraient. Et on n'attendrait pas qu'ils soient au large de nos côtes. Le gouvernement français n'est pas ferme, selon vous ? Lorsque Emmanuel Macron dit « La France ne sera pas le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique ». Eh bien, je partage totalement la position d'Emmanuel Macron lorsqu'il réagit au moment où l'Aquarius arrive, car bien évidemment, il n'est pas question qu'à Marseille, comme ailleurs, nous puissions accueillir l'Aquarius. Mais par contre, j'attends qu'Emmanuel Macron, comme d'autres dirigeants européens, enfin se décide à se mettre autour de la table. Mais créer quoi ? Un conseil de la migration au niveau européen ? Je sais pas, quand il y a des problèmes économiques ou financiers, tout de suite, tous les ministres de l'économie et des finances se réunissent pour réagir. Tous les ministres de l'Intérieur européen doivent se réunir d'urgence et dire voilà, pour la sécurité intérieure de l'ensemble de l'Union européenne, on doit avoir une politique de contrôle de la migration au départ. Vous savez, vous, Jean-Jacques Bourdin, qui est à bord de l'Aquarius ? Est-ce que vous savez qui ? De quelle nationalité ? Quelle est leur qualité ? Et s'il n'y a pas des gens infiltrés qui sont dangereux et que c'est une tentative d'infiltration dans notre pays ou dans un pays européen ? Et puis pourquoi l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal et pourquoi pas la Suède ou un autre pays de l'Union européenne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On voit bien que c'est une politique totalement désordonnée. Est-ce que l'Europe doit accorder, ou l'un des pays d'Europe, son pavillon à l'Aquarius ? Non, absolument pas. Il n'y a aucune raison pour cela. Nous savons très bien... Donc l'Aquarius doit rester à quai à Marseille et ne plus aller sauver des vies humaines en Méditerranée. Vous parlez de vies humaines, moi je vous parle de trafic. Moi je vous parle de mafieux. Je vous parle de gens qui... Ce ne sont pas des mafieux, l'Aquarius. Ce sont des mafieux ? Ah oui, mais vous croyez que ceux qui mettent à bord de l'Aquarius sur une ville de départ ne sont pas des gens qui ont manipulé, qui ont pris de l'argent, qui font circuler de l'argent, qui traitent de pauvres gens ? Donc complices ? Si j'ai bien compris, ces associations sont complices des mafieux. Quelque part, nous n'avons pas, face à des organisations non gouvernementales qui ne nous disent pas, enfin, quand on part d'une ville de départ, on se met d'accord avec une ville d'arrivée. On dit pas, on prend des gens qui ont été embarqués ici par n'importe quelle organisation dont on ne sait pas l'origine et de quelle manière l'argent circule, avec de pauvres gens pour la plupart, et peut-être des gens dangereux aussi au milieu de tout cela. On verra bien une fois qu'on a embarqué où est-ce qu'on débarquera. À vos yeux. Oui, il y a une sorte de complicité. Et je demande que les ministres de l'Intérieur européens enfin se mettent d'accord sur une ligne politique en matière de gestion des flux migratoires. Bien. Un mot sur les flux migratoires. L'Italie demande à la France toujours d'ouvrir sa frontière de Vintimille. Que répondez-vous aux Italiens ? Eh bien, je réponds là aussi aux Italiens que c'est au niveau européen que les choses doivent se gérer. Bien évidemment, l'Italie elle seule, qui est la première exposée, ne peut pas elle seule avoir tous les moyens pour garantir que ses frontières seront hermétiques. Les flux migratoires sont un peu calmés, il faut le dire. Ce qui veut dire que Schengen est mort. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut remettre totalement à plat la réflexion sur Schengen, venir à un Schengen 2 qui définira de nouvelles règles pour garantir la protection des frontières du périmètre de Schengen. L'Europe, la Méditerranée. Un mot sur la décision de Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone. Ah, vous souriez, pourquoi ? Je souris parce que je trouve que c'est un sujet sympathique. Et vous savez ce que ça m'inspire ? Allez-y. D'abord, Manuel Valls, quelles que soient nos différences politiques, est un homme que j'ai apprécié. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est un bon ministre de l'Intérieur. Vous savez, Manuel Valls, quand j'ai un bijoutier de ma ville qui a dû en légitime défense se défendre contre des truands qui venaient mettre un pistolet contre sa tempe. Il est descendu à Nice et il m'a soutenu aux côtés de tous les commerçants niçois. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Ça a été un homme courageux. Aujourd'hui, nous voyons bien qu'il n'a plus aucun avenir
alors qu'il a une grande expérience dans notre pays, parce que, voilà, il est dans l'isolement total. Et au fond, qu'il considère comme moi que l'Europe de demain, par l'attachement, l'affection que l'on porte à une grande commune qui peut peser au plan économique, au plan social, au plan de l'innovation, au plan de l'attractivité des territoires. Quand on a une attache dans cette commune, qui plus est, qui s'appelle Barcelone, et avec laquelle moi-même j'ai des partenariats importants en matière universitaire avec la ville de Nice. Mais je trouve que c'est un choix. C'est courageux. C'est un choix d'autant plus courageux qu'il va affronter, et que c'est loin d'être gagné, tout le populisme catalan, nous le savons. Eh bien, ma foi, je préfère. Il n'a pas trahi ses électeurs de l'Essonne. De ceux qui saluent son panache. Non, ça n'est pas trahir ses électeurs. Ça n'est pas trahir. Vous savez, quand on est élu député, on est élu député de la nation. Et en même temps, on défend une certaine idée et de la France, et aussi de l'Europe et de la manière dont on veut que la démocratie européenne évolue. Eh bien, il aura sans doute plus de poids si jamais il remporte un succès à Barcelone, ce que je lui souhaite, qu'en étant isolé sur un banc à l'Assemblée nationale où plus personne ne se tourne vers lui pour lui accorder une responsabilité. Christian Estrosi, Emmanuel Macron était à la tribune de l'ONU hier soir. Ne nous habituons pas à la montée des nationalismes qui se nourrissent de l'accroissement des inégalités, a-t-il dit. Il a défendu le multilatéralisme, le mondialisme. La loi du plus fort ne protège aucun peuple. Nous choisissons une autre voie, le mondialisme. Vous le soutenez? Vous êtes sur le même chemin? Lorsque je vois qu'il n'y avait pas à New York ni les Chinois, ni les Indiens, ni un certain nombre de grandes nations qui auraient dû être là, ni la Russie. Par exemple, je me dis qu'on était plus dans une sorte de bilatéralisme dans ce sommet que dans le multilatéralisme. Donc, quelque part, nous savons très bien qu'il n'y a que dans ce multilatéralisme que nous pourrons faire progresser nos relations, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient humanitaires, qu'elles soient aussi sur la compétitivité des grandes démocraties. Et moi, ces déclarations qui notamment consistent à dire, alors ça sera très difficile à mettre en œuvre, plus d'accords commerciaux avec tous ceux qui ne respectent pas les accords de Paris sur la COP21, c'est plutôt une voie dans laquelle moi j'ai aussi envie de m'engouffrer quelque part. Parce qu'on ne peut pas continuer à échanger, à commercer avec des pays qui font travailler des enfants, qui ne respectent aucune règle environnementale, là où nous avons des pertes de compétitivité forcément, quand en matière climatique nous nous interdisons de produire des énergies qui polluent, que nous nous interdisons un certain nombre de sujets, que nous régulons aussi notre production automobile pour qu'elle soit de plus en plus propre, que nous taxons, etc. Eh bien, c'est une voie qui est intéressante, et personnellement, je m'y retrouve un peu. Quelle Europe veulent les Républicains ? Parce que je ne sais pas encore, vous savez ? Non, je ne le sais pas, à vrai dire. Mais justement, je vous pose la question. Mais moi, je suis républicain. Mais oui. Et vous le dites, je suis de droite. Je suis irrémédiablement de droite. Et profondément gaulliste. C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis. Et dans la droite et dans le centre, puisque je fais partie de ceux qui veulent contribuer à aujourd'hui restructurer une droite qui fait défaut. Vous savez, le problème de Macron, qui de toute évidence est en perte de vitesse aujourd'hui, avec un été calamiteux, c'est pas forcément Macron lui-même. Vous vous réjouissez d'ailleurs? Mais c'est sans doute sa majorité. Mais pourquoi Macron est là? Il est là parce qu'il s'est retrouvé face à Marine Le Pen au deuxième tour. Et heureusement, il y a eu une majorité de Français pour empêcher la victoire de Marine Le Pen, où on serait la France. Aujourd'hui, si Marine Le Pen était au pouvoir, pour autant, on ne peut pas dire que depuis un an, les espérances, les attentes et les doutes des Français étaient élevés. Au contraire, ils se sont amplifiés. Donc c'est une réalité avec un pouvoir d'achat qui n'a cessé de... Sur le pouvoir d'achat, je vais y venir. On y viendra. Mais il y a une réalité, c'est que c'est pas la majorité dont il dispose qui, en tout cas, va l'aider avec En Marche à réussir. Quelle Europe veulent les Républicains? On a besoin d'une grande droite et d'un grand centre qui, de nouveau, puisse peser largement sur la politique de notre pays. Et moi, je veux contribuer à cela. Et bien évidemment, l'Europe que nous voulons est une Europe dont je le disais tout à l'heure,
qui doit peser politiquement. L'affaire de l'Aquarius est un révélateur. C'est une Europe où je propose, par exemple... Pourquoi est-ce que vous ne savez pas, dans votre parti, quelle Europe vous voulez? C'est pas dans mon parti. C'est ma contribution à ce que mon parti entende un certain nombre de choses. Il y en a qui sont plus souverainistes, il y en a qui, au contraire, sont plus progressistes, plus libéraux, plus ouverts. Et il faut bien comprendre que nous ne réussirons que si nous agrégeons tous ces morceaux en faisant des concessions aux uns et aux autres. Mais je veux une Europe politique. Par exemple, je propose que le président de la Commission européenne soit élu au suffrage universel. Qu'est-ce que ça veut dire, un président de la Commission européenne aujourd'hui qui est désigné par des gens autodésignés? Eh bien, comment voulez-vous qu'un citoyen européen ait confiance en une Europe qui ne respecte pas, parce qu'il n'a pas été entendu dans le suffrage universel, ce qu'il a à attendre de l'Europe au plan social, au plan économique, au plan de la lutte contre le chômage, de la lutte contre les problèmes migratoires et autres. Voilà l'Europe que je veux. Une Europe politique. J'ai entendu Éric Ciotti dire, à votre propos, c'est le président officieux d'En Marche. Vous avez entendu ça? Je viens de répondre à un certain nombre de sujets qui sont une réponse à tout cela. À tout cela. Bon, vous n'êtes pas le président officieux d'En Marche, donc. Merci de le constater. Non, mais Merci de le constater, Jean-Jacques. Oui, Christian Estrosi. Tiens, à propos du budget et de l'augmentation des taxes sur l'essence, le gasoil. Oui. Qu'en pensez-vous? Écoutez, le pouvoir d'achat des Français. Oui. On voit bien que toutes les mesures qui ont été prises depuis un an, où il y a eu un certain nombre de baisses, notamment en direction des entreprises. Bon, c'est une bonne chose pour essayer de leur redonner de la compétitivité, mais qui on a tapé? On a encore tapé les plus faibles. On a tapé les classes moyennes. Il y a près de 200 petites taxes aujourd'hui. Vous savez, c'est le défaut. Depuis 30 ans, tous les gouvernements disent il faut baisser les impôts. Puis il n'y en a aucun qui le fait. Et celui-là, vous avez pour l'instant, à des gouvernements qui ne l'ont jamais fait. Exactement. Ouais. Pas plus que les autres. Mais bon, malheureusement, dans ces gouvernements, je n'ai pas réussi à peser sur cela. Donc, il faut avouer aujourd'hui qu'il y a une vraie faiblesse. Mais je le dis, lorsque, par exemple, sur les retraités, on en vient à la désindexation, il faut réindexer les pensions, surtout des retraités les plus modestes, sur l'augmentation du coût de la vie. J'avais déposé une proposition de loi constitutionnelle pour dire que la première fois qu'on touchait sa première pension devait être inscrite dans le marbre pour que plus jamais une disposition ne serait prise pour faire baisser le niveau de sa pension, mais qu'au contraire, elle serait systématiquement réindexée. Sur le pétrole, puisque vous en parlez, au moment où les prix explosent, mais vous vous rendez compte à quel point ça pèse sur le pouvoir d'achat des Français? C'est inacceptable. J'entendais la ministre des Transports qui disait on va encore augmenter les taxes. Elle a dit ça ici, à votre place. Eh bien, je dis non, madame, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez un devoir. Il ne doit plus y avoir de proportionnalité d'augmentation par rapport au baril de pétrole. Il doit y avoir un prix forfaitaire. Et en même temps, exiger, là où l'État qui se gave comme c'est pas possible avec les taxes, d'exiger que là où les compagnies pétrolières font d'énormes bénéfices qu'ils redistribuent à leurs actionnaires, on réduise un peu leurs marges pour rendre un peu de pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Vous serez candidat à la mairie de Nice. Christian Estrosi, vous n'allez pas me dire, je ne sais pas. Eh bien, vous le savez. Eh bien, je vais vous dire, j'ai un gros chantier en cours. Une ligne de tramway qui va complètement changer la mobilité, faire en sorte que nous allons faire baisser de 20% la circulation automobile, faire de Nice une ville encore plus verte et plus écolo. Bon, j'ai plutôt envie de me prononcer au moment où j'aurai démontré que ce chantier si contesté aura abouti. Vous n'allez pas abandonner ce chantier en cours de route, Christian Estrosi. Allez, on dira certainement pas. Certainement pas. Donc vous serez candidat, vous serez investi par La République En Marche, soutenu. J'ai entendu des propos extrêmement gênants qui ressemblent, je dis, à La République En Marche. Vous n'allez pas vous comporter comme le vieux monde, vous qui prétendiez apporter la modernité, etc., le jacobinisme ou depuis Paris, des exigences, politiques. Vous savez, je ne suis l'otage de personne. De
personne. Les seuls comptes que j'ai à rendre, c'est aux Niçoises et aux Niçois. Et quand j'entends un parti politique, là où ma formation politique, celle à laquelle j'appartiens, que je n'ai pas l'intention de quitter, les Républicains, et dont je ne serai pas celui qui fermera la porte et qui éteindra la lumière, et que je veux aider à remonter, sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy, m'ont toujours accordé la liberté la plus totale pour constituer mes listes, pour définir mes projets, mes programmes, et n'ont jamais essayé de peser en quoi que ce soit. Et j'ose imaginer que Laurent Wauquiez, d'ailleurs, est dans le même état d'esprit. Comment un parti peut-il dire nous allons fixer des règles, nous allons avoir des exigences, nous allons quelque part pour le soutien, pour notre soutien, demander une sorte d'allégeance. Non, je leur dis très clairement que ça n'est pas comme cela qu'ils pourront... Mais vous êtes prêt à l'accueillir j'ai aujourd'hui des adjoints qui sont en marche, qui sont radicaux, qui sont d'autres qui sont... C'est la majorité d'ailleurs issue de la société civile parce que ce sont des personnes au service de la cité. Peu importe, je suis républicain, je suis un homme ouvert. Je demande simplement à ce que aucun parti politique, et y compris le président de la République lui-même, ne se mêle pas de cela. Ne vous mêlez pas de ça. Mais vous demandez au président de la République de se mêler de l'installation du futur musée mémorial des victimes du terrorisme. Vous voulez que ce musée soit installé à Nice? J'ai eu une discussion avec le président Macron qui est venu présider le premier anniversaire de la commémoration de la tragédie de Nice du 14 juillet 2016. L'année dernière, c'était le 14 juillet 2017. Je veux lui témoigner toute ma reconnaissance parce qu'il a su avoir les mots, les gestes, parler aux victimes. Nous avons réclamé à ce moment-là qu'il y ait un mémorial des victimes avec en même temps un centre scientifique pour analyser les facteurs de ressources de résilience et de ressources de résilience sur plusieurs années, plusieurs générations pour voir l'impact. Eh bien, je pense que par rapport à ce lourd tribut face à la barbarie que nous avons subie et où nous avons été les premiers à imaginer avec les associations, dont l'association Baie des Anges, ce sujet, eh bien, au fond, ce mémorial national, ce serait un beau geste, se trouve à Nice, tout proche de la promenade des Anglais. Vous avez des assurances? Parce que certains disent qu'il serait installé à Paris. Eh bien, ça serait au fond un retour en arrière du président de la République qui m'avait assuré à l'époque qu'il était prêt à m'accompagner pour cela. Ça me décevrait énormément. Bon, donc vous demandez à ce qu'il soit installé à Nice. Oui. C'est clair. Je termine avec le comité d'éthique qui a approuvé l'extension de la PMA aux couples homosexuels et aux femmes seules. Vous y étiez opposé. Est-ce que vous avez évolué sur la question? Je pense avoir évolué. Je pense que nous avions besoin de recul, de comprendre. Voilà, j'ai été opposé au mariage pour tous et aujourd'hui, je suis un des premiers à les célébrer et à me réjouir que la ville de Nice soit, après Paris, celle de France qui en est célébrée le plus. Et lorsqu'on peut rendre des couples heureux... Donc vous êtes favorable et leur permettre de construire une famille. À l'extension de la PMA. Aujourd'hui, avec ce que je lis, à titre personnel, voilà, c'est un problème de conscience personnelle, bien sûr. je le dis. J'y suis favorable et j'espère que les groupes politiques du Parlement accorderont à chacun de leurs parlementaires la liberté de vote sur ce sujet. Bien évidemment, il faut absolument qu'il y ait des règles pour encadrer les conditions d'éducation de l'enfant, parce que c'est lui qu'il faut protéger en premier. Mais s'il a l'opportunité, en même temps, d'avoir... une famille qui lui permette de grandir dans l'amour que l'on attend pour un enfant à l'intérieur d'un foyer et d'une cellule familiale, eh bien, plutôt que de toute façon envoyer vers d'autres pays d'Europe qui pratiquent déjà la PMA des Français, bénéficier de la PMA, autant pouvoir l'organiser dans un cadre bien encadré dans notre pays. Merci.